Voilà. Pour Alors, moi, c'est bon. c'est toi le chef. Tu me dis quoi faire. C'est parfait, merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide. Je suis très content d'intervenir après Jean-Marc. Puis je doutais un peu de ce que Jean-Marc allait présenter. Juste pour dire que ce que moi je présente, c'est beaucoup moins général. C'est plutôt un point de vue qui est un peu émergent, en particulier dans le monde anglo-saxon, mais qui a des racines assez anciennes, très anciennes. Et c'est vraiment dans une perspective pour resituer par rapport à ce que disait Jean-Marc, de transformation et d'éducation forte. Euh, donc, qui est appelé la wild pédagogie, et qui peut être vue comme une approche possible de l'enseignement pour l'anthropocène. Vous avez mon nom en dessous, puisque je vais en profiter pour me présenter. Donc, moi, je travaille au Québec, à l'Université du Québec en Outaouais, mais on travaille beaucoup de réseaux en France. On travaille aussi avec Jean-Marc, avec Didier, etc. Donc voilà. Diapo suivante. Donc, une des idées de la wild pédagogie, c'est de renégocier quelque part, voilà, c'est une mauvaise traduction, je suis désolé. Ouais, je ne retrouve pas mieux pour le moment, mais euh, l'éducation à l'environnement à l'ère de l'Anthropocène. Et c'est bon, la contraction des termes wild et pédagogie, sachant que wild est pris dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus large que sa traduction directe en français qui est sauvage. C'est à la fois la nature sauvage dans son aspect dur, hostile à l'homme, etc., mais aussi dans son aspect historiquement création divine, même si on s'est séparé un petit peu de cette origine-là. Et donc, c'est aussi une nature qui apprend quelque chose à l'homme. C'est une nature qui est un modèle, qui apporte quelque chose. Je pense que vous savez tous que les premiers mouvements de conservation de la nature américains étaient très, très marqués par cette origine religieuse et par le fait de préserver la faite par l'homme. Donc, il reste dans le terme wild beaucoup de choses dans l'approche anglo-saxonne, beaucoup plus que dans le terme sauvage chez nous. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Diapositive suivante. Alors, la wild pédagogie, elle a 6 principes. Le premier, c'est de voir la nature comme une co-enseignante. Donc, c'est assez fort. Ça reprend encore une fois beaucoup de choses qu'on connaît dans l'éducation environnementale, mais les termes sont assez forts. Donc, la nature comme une co-enseignante, c'est-à-dire de considérer que les lieux naturels vont être des lieux qui vont être à considérer au même titre qu'un collègue d'enseignement à un moment donné. C'est plus qu'un cadre dans lequel on travaille, c'est plus qu'un lieu dans lequel on vit, c'est vraiment la nature nous enseigne quelque chose ou enseigne à des étudiants ou des étudiantes quelque chose. Le deuxième principe, c'est d'intégrer la complexité, l'inconnu et la spontanéité. Ça rejoint un petit peu des choses que Jean-Marc a présentées tout à l'heure. Le troisième, c'est de savoir localiser la nature. Alors ça, c'est un mouvement qui est pareil, qui a quelques dizaines d'années maintenant, mais c'est en lien avec toute cette question de l'écologie urbaine et de la place de la nature en ville notamment, parce que aujourd'hui, si on parle d'éducation, la wild education, ou la wild pédagogie, pardon, c'est bien, mais la réalité, c'est que beaucoup des lieux d'enseignement sont urbains. L'urbanisation est en fort développement à l'échelle mondiale, donc chercher la nature, c'est pas forcément s'éloigner de la ville, c'est peut-être être capable de localiser la nature, y compris dans la ville. Donc voilà, c'est le troisième principe. Le quatrième, c'est de prendre le temps, de considérer que la relation avec le monde naturel, elle prend du temps et de la pratique, et que ça ne peut pas être quelques sorties, quelques moments comme ça qui vont permettre de bénéficier de ce que la nature apporte. Le cinquième, c'est de promouvoir un changement socio-culturel et de très clairement voir l'éducation toujours comme un acte politique. Et le dernier, c'est de construire des alliances au sein de la communauté humaine avec toutes les personnes et groupes concernés par la justice au sens large, même si ce n'est pas la justice environnementale, on est bien d'accord. Donc ça, c'est les 6 principes qui sont posés. Vous les retrouverez il y a un site qui s'appelle Wild Pédagogie, vous les retrouverez là, vous les retrouverez dans quelques articles de recherche ou de revue d'interface, parce que cette Wild Pédagogie, elle naît pas mal de l'éducation en plein air, et qui est un mouvement qui est un petit peu entre le côté un peu formel et le côté un peu moins formel dans ses positionnements. Mais le site Wild Pédagogie reprend un certain nombre des articles, donc vous pourrez retrouver ça.
Diapositive suivante. Alors, il y a Bob Anderson, qui est un conférencier, quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a proposé récemment, là en 2020, un article, et je trouve que l'idée est bonne. Ça rejoint aussi ce que disait Jean-Marc sur la question des valeurs et des antivaleurs. En fait, il s'inspire d'un groupe de musique que je ne connaissais pas, qui s'appelle Team Book 3, enfin, qui est anglo-saxon, qui a fait un titre qui s'appelle Too Much Sex, Not Enough Affection. Et il reprend cette opposition entre too much et not enough, en disant que ça peut être une bonne manière aussi de voir cette question de wild pédagogie. Alors, si tu mets la diapositive suivante, Didier, j'ai fait une traduction en français de ce que lui propose. Donc, lui, il propose par exemple que dans l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui, il y a trop de réponses et pas assez de questions. Ça, c'est clairement la problématique de reproblématiser les savoirs. Voilà. Trop de sport, pas assez de jeux, ben, c'est ce que je vous disais, c'est un mouvement qui naît dans l'éducation au plein air, donc qui est lié avec la question sportive. Trop de crainte du risque, pas assez de curiosité. Trop de complications, pas assez de complexité. Encore une fois, on retrouve des choses que Jean-Marc évoquait. Trop de connus gérés, pas assez d'inconnus à explorer. Trop d'arrogance, pas assez d'humilité. Trop centré sur l'humain, pas assez centré sur le non-humain. Trop de professeurs, pas assez de nature. Trop de relations directes où le professeur va transmettre des choses aux étudiants et pas assez d'interaction entre les professeurs et les étudiants. Trop d'apprentissage triste, pas assez d'apprentissage joyeux. Mais ce qu'il invite à faire dans ce travail-là, c'est de se dire que cette liste, elle est loin d'être exhaustive, puisque c'est la sienne, et que ce qu'il propose, c'est d'essayer de faire ce type d'opposition entre ce qu'on trouve qui est trop présent et ce qu'on trouve qui n'est pas assez présent, et d'essayer de faire comme ça des espèces de binômes sur la manière d'aborder les choses. On voit bien que ce qui ressort là dans ce que lui met de l'avant, ben, c'est une approche centrée sur la nature et du non-humain. Diapositive suivante. Alors, je vous présente ça rapidement parce que, encore une fois, c'est un courant en émergence, mais ça rejoint un courant en émergence de la place de la nature et de la place des apprentissages dans la nature et de tout ce qu'il y a avec. Je vous ai mis des photos là avec des tout petits, mais c'est parce que c'est moins évident. Puis c'est au Canada, au Québec. Donc on les voit en hiver, dans la neige, etc. Ce mouvement-là, il est vieux, il est très vieux. Il a eu une dynamique dans les années 70, il a eu une grosse perte de vitesse dans les années 90. Si ça vous intéresse, il y a eu des articles là-dessus. J'avais écrit un chapitre de livre un petit peu sur ces questions d'éducation dans l'environnement, si on reprend les nomenclatures un peu traditionnelles. Et il renaît actuellement de manière assez forte dans pas mal de pays. Il renaît pour la petite enfance, il renaît aussi pour l'université. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui autour de ces questions-là avec la Covid. Parce que la Covid, elle a amené à s'interroger vraiment sur la place du bioscolaire, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais du coup, il y a beaucoup de réflexions autour de ça et sur un retour de ces questions-là. La wild pédagogie, encore une fois, c'est un mouvement naissant, mais c'est pas un mouvement, ses racines sont anciennes. Donc, ces images-là, ça illustre, là, c'est un cas, j'ai choisi celui-là, mais d'une garderie pour des petits qui ont moins de 5 ans et qui se fait à 80% du temps quasiment, je crois, en extérieur. Avec derrière cette même idée que c'est plus que de les sortir. Ce contact à la nature, il est fondamental. Dernière diapositive. Et puis, je vous ai mis, si ça vous intéresse, quelques références donc, sur ces questions de wild pédagogie. Donc, vous avez un livre que vous pouvez regarder qui est sorti assez récemment. Je n'ai même pas mis la date, mais vous le trouverez. Vous avez un numéro spécial d'une revue, c'est une revue sur l'éducation en plein air, le site de référence. Puis je vous ai mis un lien sur quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais qui est l'école verte à Bali, qui date de 2010 et qui est exactement dans ce type d'approche-là. Ceux qui ne le connaissent pas, allez le voir, c'est assez inspirant. Qui est une école complètement ouverte sur l'extérieur, complètement ouverte sur l'environnement dans lequel elle est. Et voilà. Merci Marco. Ça a été d'une part concret, rafraîchissant, ça illustrait beaucoup de propos de Jean-Marc.
Donc, c'est vrai qu'il y avait une grande logique à ce que tu passes là maintenant. Est-ce qu'il y a des questions d'explicitation, des questions vous êtes étonné par ce genre de truc? Est-ce que Marco est un type très original, perdu au milieu du Canada, au bord de la mer? Désolé, c'est pour sa photo derrière. Voilà. Des réactions de la part de vous Euh, tous? Simplement par rapport à l'analyse que j'ai conduite sur l'émergence de la pensée écologique aux États-Unis, il y a une très grande cohérence entre la manière dont les Américains pensent la wilderness, c'est-à-dire le monde sauvage qui doit être préservé, et toute la politique de l'écologie aux États-Unis est fondée sur ce concept clé. C'est le concept clé de sauvage, qui est à la fois une déculpabilisation de l'homme qui a conquis le territoire et qui l'a saccagé, et donc une sacralisation, et là-dessus, je dirais pas, c'est religieux, mais c'est surtout une sacralisation d'un espace qui perdu et qu'il faut retrouver. Et là, je vous signale le livre de Cronon, William Cronon, de mémoire, qui parle très très bien de cette conception écologique des États-Unis et états-uniens. Et là, on est en pleine cohérence, comme quoi il y a une cohérence entre la pensée politique, l'action que l'on peut mener et les pédagogies qu'on met en œuvre. Alors, on sera très certainement dans d'autres séminaires amenés à retravailler sur ces questions-là, puisque je ne vois pas comment, notamment pour les outils FECODE, on ne sera pas obligé de repenser certains outils pour qu'ils soient quand même conformes à ce genre de principe. En tout cas, je pense qu'on va certainement y revenir, peut-être même dès mercredi prochain dans le prochain séminaire sur les outils. Et juste pour terminer, quand je faisais référence à Natsing ou à Donna Haraway, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire la nature, effectivement, les éléments de nature sont j'ai beaucoup aimé le terme, des co-enseignantes et des co-constructeurs scientifiques. Et là, c'est fait dans une démarche scientifique extrêmement structurée. Donc, c'est d'une cohérence forte, tout ça.